Et nous sommes en train de publier le rapport 2023. Comme vous pouvez le remarquer, entre 2023 et 2025, il s'est passé du temps. Ça montre surtout que ce temps-là a été dédié aux échanges, aux discussions, pour qu'on arrive à s'accorder sur un document définitif sur lequel nous communiquons aujourd'hui. Nous n'avons pas pu accéder à des documents si importants, aussi importants que la loi de règlement, d'autant plus que c'est un document essentiel qui permet de pouvoir faire le lien entre les prévisions et les réalisations. Et nous considérons, en tout cas, à notre sens, que ça, c'est un manquement grave, le fait de ne pas disposer de cet outil. Nous avons pu, sur le terrain, réaliser que, finalement, il nous a été difficile d'accéder à un certain nombre de sites. Et que dans le même temps, il y a eu beaucoup de déficits de communication entre les ministères au niveau central et leur détachement au niveau local. Nous avons pu observer qu'il y a une faible volonté de certaines structures partenaires techniques et financiers, des institutions bancaires, beaucoup de difficultés pour ces institutions à communiquer avec nous, ce qui, très clairement, a posé des limites quant à la traçabilité des montants qui sont en jeu et des projets qui sont discutés. Nous avons été aussi en phase, ou plutôt devant une réalité telle que les administrations, ou certaines administrations, ont refusé de mettre à notre disposition des données sur les décaissements et en particulier au niveau du Trésor public. Nous avons plus ou moins essuyé carrément, un an, puisque nous n'avons pas pu obtenir ces informations sur le décaissement, alors que le Trésor public est l'institution habilitée qui aurait pu nous rendre disponibles ces données. Nous avons pu constater, à travers nos observations, finalement, que les décaissements des fonds dédiés à la santé, l'énergie et à l'hydraulique posent véritablement un problème. Nous avons pu voir qu'il y a des difficultés à rendre disponibles les fonds de contrepartie de la part de notre gouvernement. Et que, de ce point de vue, plusieurs projets n'ont pas été financés, faute justement de disponibilité des ressources financières. En gros, et pour résumer, avant que nous n'entrions dans les détails de cette présentation, nous avons pu être confrontés, nous avons pu examiner 179 projets qui étaient inscrits au budget de l'année 2023 pour le compte du ministère de la Santé et du ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique. Principale conclusion, la majorité des projets inscrits en 2023 n'ont pas été exécutés, comme je venais de le mentionner, faute de financement, avec 9% des projets qui aujourd'hui sont achevés et fonctionnels, 4% sont achevés et non fonctionnels, 7% sont en cours de réalisation, 3% n'ont pas été exécutés, et en dehors ou 3% ont été exécutés en dehors de l'exercice budgétaire, et tout compte fait, 68% de ces 179 projets, 68% de ces projets n'ont pas démarré du tout. Donc il y a un vrai écart entre les prévisions et les réalisations. Et lorsqu'on fait attention, on est dans l'ordre de plus de 74 milliards qui impliquent des projets que nous avons suivis dans le budget de 2023, mais pour lesquels les 74 milliards n'ont pas été effectivement vus, puisque ces 74 milliards concernent les 68% des projets qui n'ont pas été exécutés.
La question donc, c'est, puisque ces ressources-là ont été budgétisées, à quoi a donc servi ces 74 milliards, n'est-ce pas, prévus pour le budget du ministère de la Santé et de la Population et du ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christian Mouzeo. Je vais donc accorder la parole à notre collègue Rita Mabiala, qui va faire le détail. La zone de couverture pour 2023 a été les 12 départements. Et cela ne veut pas dire qu'on s'est rendu dans les 12 départements, et la plupart des informations, on les a eues au niveau de la direction des études et de la planification du ministère de la Santé et du ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique. Et les localités que nous avons couvertes nous-mêmes, c'est beaucoup plus le plateau et le sud du pays. Alors, au total, nous avons eu 179 projets sur 34 localités, parmi lesquels nous avons eu 146 projets du ministère de la Santé, dans 30 localités, pour un budget prévisionnel de 52 milliards 73 147 729 francs, et 33 projets répertoriés dans le secteur de l'eau et l'électricité, dans 10 localités, pour un budget prévisionnel de 22 milliards 541 300 000 francs. Alors, comment se présente la situation en ce qui concerne l'état d'avancement de ces projets? Alors, la situation globale des projets suivis, nous avons 77 projets. On vous a déjà présenté les pourcentages. Donc, au total, on peut dire qu'il y a eu 23 projets, et 23% de projets démarrés, dont 17 ou 9% de projets achevés fonctionnels, 7 correspondant à 4% des projets achevés non fonctionnels, un projet en arrêt, 13 projets en cours d'exécution, 5 projets exécutés hors exercice budgétaire, 12 projets dont l'information n'a pas été disponible, 2 projets méconnus au niveau des structures, 121 projets non démarrés et un projet pour lequel des réserves ont été émises. Alors, pour le ministère de la Santé, nous avons eu au total 6 projets non démarrés pour la Bouinza, 54 projets non démarrés pour Brazzaville, je parle des projets en rouge, 9 pour la cuvette, 2 pour la cuvette ouest, 1 pour le Kouilou, 1 pour la Likoumou, 4 pour la Likwala, 1 pour le Niari, Plateau 8, Pointe-Noire 6, Poule 1, Sanga 4, et cuvette, aucune information. Alors, donc, en regardant tout ça là, nous nous sommes dit ici que les projets qui ont démarré, qui sont fonctionnels, c'est pour Brazzaville 9, Niari 3, Poule 1, Sanga 1, un total de 14 projets. Ceux qui sont achevés non fonctionnels, il y en a 3 à Brazzaville, 3 dans les plateaux, ce qui fait un total de 6. Les projets en arrêt, il y en a 1 à Brazzaville. En cours d'exécution, 1 dans la Bouinza, 10 à Brazzaville, 1 dans les plateaux, 1 dans la Sanga. Les projets qui ont été exécutés hors exercice budgétaire, cela veut dire on a trouvé ces projets réalisés soit avant 2023, soit en 2024 pendant qu'on était sur le terrain. Il s'agit de 5 projets de Brazzaville. Donc, pour le reste, il y a soit pas d'informations disponibles, les projets soit sont méconnus, ou encore des projets pour lesquels des réserves ont été émises ici. Il s'agit du projet de Brazzaville, notamment le projet Redissé. Alors, nous allons vous présenter quelques illustrations des projets du ministère de la Santé selon l'état d'avancement. Alors, pour les projets achevés fonctionnels, nous avons là une bonne partie des projets du CHU.
Travaux de la station d'épuration des eaux usées du CHU. Il s'agit de la station qui se trouve juste après le centre d'hygiène, dans la zone des sapeurs-pompiers. Nous avons un département de l'hygiène publique et dans la zone, il y a une station d'épuration des eaux du CHU. Donc les eaux sont traitées, ensuite reversées sur Madoukou. Nous avons également l'acquisition des équipements pour les districts sanitaires de la Sanga. Les projets qui sont achevés et non fonctionnels, les 6, nous avons quelques illustrations ici. Il s'agit du CECI d'Otini, là c'est dans les plateaux, le CECI d'Amboli, également dans les plateaux. Les 13 projets en cours de réalisation, nous avons quelques illustrations. Quelques projets d'acquisition, d'installation et mise en service des équipements du CHUB, le CHU de Brazzaville. Il y a plusieurs projets qui sont en cours de réalisation au niveau du CHU. La construction du CECI de Mosende, nous avons ici l'image qui représente ce CECI en cours de réalisation. La maintenance des équipements pour la mise à niveau des hôpitaux généraux et d'autres structures désignées pour la prise en charge du Covid-19. Nous avons également la finalisation des 2 hôpitaux généraux et qui ont été choisis pour être finalisés probablement en décembre 2025. Il s'agit de Ouesso et Sibiti. Les projets en arrêt, nous avons donc le renforcement du CHU. Il s'agit ici de pouvoir renforcer le CHU ou encore de moderniser le CHU. À ce niveau, juste une étude a été réalisée et l'étude n'a pas pu être publiée, c'est pour cela qu'on parle d'un projet en arrêt. Les projets qui sont exécutés hors exercice budgétaire, nous en avons 5, 4 exécutés en 2022 et 1 en 2024. Nous avons le traitement de la radioactivité. Il s'agissait ici d'entreposer et d'enlever, ils appellent ça source de radioactive qu'il y avait au sein du CHU et il y en avait une autre à Cissé au niveau de Pointe-Noire. Et ces sources de radioactivité devaient être rapatriées par l'Agence internationale de l'énergie atomique parce que c'était des sources qui n'étaient plus d'actualité et qui faisaient beaucoup de pollution. Donc il fallait qu'on les rapatrie au niveau de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui savait comment traiter ou encore détruire ces genres de sources radioactives. Nous avons aussi l'amélioration de la gouvernance hospitalière du CHU qui a été mise en place par, il s'agit d'un document pour mettre en place cette gouvernance hospitalière du CHU parce qu'on nous a dit que le CHU a toujours fonctionné sans document pour son établissement. Nous avons l'érection des puisards et fosses septiques à l'hôpital de base de Bakongo qui, prévu en 2023, a été réalisé en 2024, hors exercice budgétaire. Alors, en ce qui concerne les projets non démarrés, 97 au total pour le secteur de la santé, nous avons la direction générale du centre interdépartemental de transfusion sanguine de Pointe-Noire. Et sur place, il y a eu des réalisations, il y a eu une réhabilitation, mais qui était sur fonds propres de la structure. Et ce que nous avons constaté au niveau de cette structure, qu'il y a eu la construction de la maison du don de sang de Pointe-Noire, qui au final n'est pas une réalisation du budget de l'État, mais un don de la Fondation Congo Assistance. Au niveau de Brazzaville, il y avait le projet de réhabilitation de l'auditorium du Centre national de référence de la drépanocytose de Brazzaville, qui n'a pas été réalisé non plus. Alors, en ce qui concerne les constructions, nous avons le chantier de construction du centre hémodialyse de Brazzaville, qui est en arrêt depuis 2014, ça fait 10 ans, et le chantier de construction du centre de dialyse du Centre national de la référence de la drépanocytose. Il y a un centre de dialyse qui est en construction, c'est également une action de la Fondation Congo Assistance. Et la question qu'on s'est posée ici, vu que le centre de dialyse a été repris dans le budget 2023,
Et on a constaté qu'à partir de 2023, il y a eu un autre projet de construction de centre de dialyse au niveau du CHU, mais qui serait un partenariat entre les opérateurs privés et la direction du CHU. Et la question qu'on se pose ici, c'est finalement quel sera le sort réservé à ce chantier-là, qui est à l'abandon depuis 10 ans. Pareil pour le chantier de Pointe-Noire, à l'abandon également depuis 10 ans. Et si aujourd'hui, le projet a été orienté sur une unité de dialyse du CHU, on se demande à quoi va servir ce chantier ou ces bâtiments qui ont, je pense qu'il y a 2 ou 3 bâtiments au niveau du CHU. Est-ce que ça sera affecté à une autre structure? Nous avons, en ce qui concerne les équipements, plusieurs projets qui n'ont pas démarré, surtout dans les départements. Des équipements ont été prévus pour des infrastructures en construction. Il s'agit ici de l'équipement de la maison de soins de Pointe-Noire. La construction de la maison de soins de Brazzaville, le CNTS de Brazzaville, qui est en arrêt et pour lequel on avait prévu d'équiper un équipement en 2023. Nous avons également les unités de lutte contre le sida et les épidémies prévues dans tous les départements. L'équipement est prévu dans tous les départements. Alors ici, le problème qui se pose, c'est que ces unités n'existent pas encore. Au niveau du ministère de la Santé, on nous a dit qu'il fallait d'abord acquérir les terrains, ensuite construire les locaux et enfin penser à l'équipement. Mais ce que nous avons constaté, c'est que l'équipement précède la construction. Les centres, les unités de lutte contre le sida n'existent pas encore. Alors la question qu'on se pose, à quoi va servir cet équipement? Ici, on équipe en 2023, alors que les locaux, les bâtiments n'existent pas encore. Quel sera le sort de cet équipement quand les bâtiments arriveront à terme? Les projets dont l'information est indisponible, nous en avons eu 7 pour lesquels soit l'interlocuteur n'avait pas l'information ou encore ceux pour lesquels une autorisation du ministère de la Santé était exigée pour pouvoir obtenir les informations. 2 projets sont méconnus de la DEP Santé. Et pour le projet REDIC 4, le coordonnateur du projet n'a pas voulu mettre à disposition les informations sur ce projet au motif que lui n'a pas géré les fonds publics, c'était plutôt les fonds de la Banque mondiale, donc il n'était pas redevable envers le gouvernement congolais. Situation des projets de la santé selon le bénéficiaire. Nous avons pu obtenir au niveau du ministère de la Santé quelques structures bénéficiaires pour lesquelles on avait prévu des projets. Nous avons le CHU, le Centre national de référence de la drépanocytose, le CNTS, les CECI, les directions départementales des soins et services de santé, les directions interdépartementales de transfusion sanguine, les districts sanitaires, les hôpitaux de base, les hôpitaux généraux, et ensuite le laboratoire national et le CNTS. Le ministère de la Santé également était bénéficiaire de quelques projets qui n'ont pas aussi été réalisés pour le plus grand nombre. En ce qui concerne les opérateurs ou les fournisseurs d'équipements, nous avons eu 105 projets pour lesquels les opérateurs ont été identifiés. Et parmi les 105, 13 sont achevés fonctionnels, 5 achevés non fonctionnels, 1 en arrêt, 13 en cours de réalisation, 5 exécutés hors exercice budgétaire, 2 informations indisponibles et 66 n'ont pas démarré, bien que les informations ont été obtenues sur les opérateurs qui ont eu à gagner ces marchés. Alors, en ce qui concerne les marchés, nous avons pu déceler l'état d'avancement de certains projets en fonction de leur marché. Et pour 66 projets, la situation de marché n'est pas définie. C'est 66 projets qui bénéficient à 24 opérateurs. On ne nous a pas dit à quel niveau se situe le marché pour ces opérateurs. Les marchés non exécutés, il y en a 15. Et les marchés exécutés, 15, et les marchés non exécutés, 38. De l'hydraulique, nous avons pour l'énergie 16 projets,
pour l'hydraulique 14. Et les projets qui sont communs aux deux secteurs, et on a 3. Et ces projets concernent le ministère, c'est-à-dire les locaux du ministère, le siège du ministère, si on peut le dire ici. Alors, en ce qui concerne les projets de l'énergie, nous avons Brazzaville avec 7 projets, Bunji un projet, Sibiti un projet, Infondo un projet, Yaya un projet, Pointe-Noire 2, Kinkala, le pool plutôt 3, et le total, c'est ce qui nous donne les 16. Et parmi les 16, il y a 12 projets qui ne sont pas démarrés. Concernant le secteur de l'hydraulique, nous avons l'Ekumouki à 4 projets, Brazzaville 3, La Bouenza 1, Pointe-Noire 1, le pôle 4 projets. Et sur les 14 projets, 2 sont achevés fonctionnels, 1 non démarré. Non, plutôt 11 non démarrés et achevé fonctionnel 1, achevé non fonctionnel 1, information non disponible 1. Donc 11 projets non démarrés pour le secteur de l'hydraulique. Et les projets qui concernent aussi bien l'énergie que l'hydraulique, donc concernant le siège du ministère, nous en avons 3, 2 sont achevés fonctionnels et 1 non démarré. Quelques illustrations de projets du ministère de l'énergie et de l'hydraulique selon leur état d'avancement. Nous avons des projets achevés fonctionnels 3. 2 projets au profit du ministère, ça c'est ce que je viens de dire, et un projet d'extension de réseau d'eau en zone périphérique et de renforcement du service public d'eau potable à Brazzaville, le projet PEPS, qui est achevé et fonctionnel puisqu'il ne ciblait que quelques quartiers périphériques de Brazzaville. Projet achevé et non fonctionnel, il s'agit d'un projet ici, l'alimentation en eau potable et assainissement de la ville de Pointe-Noire. Projet non démarré 24, nous avons l'électrification des districts, nous avons Yaya, les lignes entre Kinkala Kibwende et Kinkala Boko. Les lignes électriques qui devaient être construites. Nous avons le projet d'adduction d'eau potable de Maluku qui n'a jamais démarré jusqu'en 2024, l'année des descentes de terrain. Alimentation en eau potable de l'Oudima, jamais démarré en 2023, parce que ici en ce qui concerne l'alimentation en eau potable et l'assainissement de la ville d'Oudima, il s'agit ici du même projet que Pointe-Noire, sauf que là le problème se pose au niveau de la contrepartie de l'État congolais par rapport à la Banque arabe des États d'Afrique qui devait être le partenaire. Le partenaire a eu à mettre à disposition ses financements, ou bien a acquis son financement, mais du côté de l'État congolais, la contrepartie perdure. Et entre-temps, il y a eu même un problème en ce qui concerne la mise à disposition, puisqu'il y a eu à un moment donné qu'il fallait étendre ce projet jusqu'à l'école de la SWAPO de l'Oudima. Actuellement, les terres ont été mises à disposition du projet, mais la contrepartie tarde toujours. Et d'après les discussions que nous avons eues en 2025 avec la direction générale, et il y a eu un contrat qui a été signé entre le partenaire, la BADEA et le ministère de tutelle, également le ministère des Finances, demandant donc au partenaire, à l'opérateur, le partenaire d'apporter la totalité de financement en attendant que le gouvernement arrive à disponibiliser sa contrepartie, ce qui a été accepté. Et d'ici là, peut-être 2026, le projet pourra démarrer. L'acquisition du matériel électrique et hydraulique pour la réalisation de plusieurs projets dans les Maluku, l'électrification de Evo, et on a plusieurs, et vous aurez toutes ces informations dans le rapport. Alors, pour les projets dont l'information n'a pas été rendue disponible, nous avons la construction des lignes électriques et raccordement des usines au réseau de Kinkala et Bunji. À Kinkala et Bunji, on n'a pas pu obtenir des informations. La construction du parc et des lignes de connexion électrique à Infondo n'y a pas été. De la ligne THT de Pila au niveau des grands travaux, on n'a pas obtenu cette information-là.
Achèvement des travaux du système d'adduction d'eau potable de Kinkala. Là également, on n'a pas pu obtenir ces informations. Toujours pour le compte du ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique, les bénéficiaires des projets, il s'agit de l'ANER, l'Agence nationale de l'énergie rurale, la Direction générale de l'énergie, le KEC, l'ANIR, l'Agence nationale de l'hydraulique rurale, la Direction générale de l'hydraulique et la Direction interdépartementale de l'hydraulique. Puisque dans les départements, nous avons eu l'information qu'il n'existe pas de direction générale, mais plutôt des directions interdépartementales qui peuvent relier 2 ou 3 départements. En ce qui concerne les opérateurs, nous avons eu pour les projets qui ne sont pas démarrés, les opérateurs comme Davina Service, Pierre Anne Construction, Olombassi, Pierre Anne Service, qui sont certainement sur les projets d'électrification, mais pour lesquels, soit ils ont eu pour certains des problèmes d'acompte de démarrage, et d'autres, ils attendent toujours le préfinancement avant de démarrer leur projet. La situation des marchés. Pour les marchés non exécutés, nous connaissons les opérateurs qu'on vient de citer. Les marchés en cours de passation, les opérateurs ne sont pas identifiés. Pour les marchés exécutés ici, nous avons un seul opérateur qui est connu, M4 Business. Et la situation est non définie pour 18 opérateurs. Pour 18 projets, les opérateurs ne sont pas connus et on ne connaît pas quelle est la situation de leur marché. Alors, que ce soit pour le ministère de la Santé ou le ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique, les observations montrent qu'il y a eu d'insignifiantes réalisations. Et le grand questionnement que M. Mounzeo a eu à mentionner, c'est la question qu'on se pose, nous, qui étions sur le terrain, si on pense que les projets qui ont démarré ou que nous avons suivis totalisent 52 milliards pour la santé et 22 milliards pour l'énergie, mais sur le terrain, il y a eu très peu de réalisations. Et il est donc légitime que les citoyens que nous sommes tous ici, qu'on se pose des questions. Quel est l'intérêt de prévoir autant de projets tout en connaissant la situation financière du moment de notre pays? Depuis 2014, on parle de la crise. Et c'est vrai qu'en 2022, ça commençait à s'améliorer. Et tout de suite après, on est replongé sur ces expressions, les temps sont durs. Et quand on parle de projets, on nous dit que non, les temps sont durs. Mais pourquoi prévoir autant de projets si on sait qu'on ne peut pas vraiment les réaliser? Et sur le terrain, et ça M. Mounzeo vous l'a dit, on n'a pas pu obtenir les informations sur les décaissements. Et même au niveau de chaque ministère, ils n'ont pas été capables de nous dire combien ils ont pu obtenir de leur budget. Donc, les informations en ce qui concerne le budget de chaque ministère ne sont pas connues. On se demande, nous, quel est le budget réellement consommé par le ministère de la Santé, quel est le budget réellement consommé par le ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique. Si déjà, au niveau du Trésor, on n'a aucune information sur les opérateurs, sur les décaissements, au niveau des ministères, chaque ministère, je ne sais pas si c'est parce qu'ils ne veulent pas nous donner l'information, nous communiquer l'information sur le budget qu'ils consomment réellement, ou c'est parce qu'ils n'ont pas eux-mêmes connaissance du budget réel qu'ils consomment. Donc, il est difficile ici de se prononcer sur le niveau d'exécution des budgets en 2023. On vous a dit que la loi de règlement est toujours en attente. Elle a été votée, mais elle attend d'être harmonisée. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire le nettoyage. Il faut chercher toutes les informations concernant les ministères, les dépenses qui sont réalisées par d'autres ministères pour pouvoir les inclure dans le ministère concerné. Mais tout ça là,
nous trouvons que ça perdure. Nous allons à 2025, la loi de règlement qui devait être votée en 2024 l'a été, avec amendements, et les amendements tardent. À notre niveau, il nous est très difficile de pouvoir nous prononcer sur l'exécution réelle des dépenses de santé ou encore d'eau et d'électricité en 2023 à cause de cet état de choses. Alors, ce qu'il faut craindre, c'est que par le passé, nous avons toujours vu les lois de règlement qui ne reflètent pas vraiment les réalisations de terrain. Nous avons vu 9% ou encore 23% de projets démarrés. Mais ce qu'il faut craindre, c'est qu'une fois la loi de règlement votée, qu'on se retrouve avec les 98% de dépenses exécutées. Alors quand on regarde sur le terrain, c'est très minime ce qu'on voit et c'est à peine visible. Les réalisations, que ce soit pour la santé, pour l'énergie et même pour l'hydraulique. Alors, nous allons vous présenter un tableau qui vous renseigne sur les dépenses prévisionnelles des deux ministères en 2023, d'après les projets que nous avons suivis. Le total d'investissement pour le budget 2023 était de 476 milliards. Et là-dedans, le ministère de la Santé avait une part de 63 milliards 544 millions. Le ministère de l'Énergie, 25 milliards 04 millions. En ce qui concerne les projets que nous avons suivis, qui totalisent 52 milliards 73 millions 147 729 pour la santé et 22 milliards 541 millions 300 000 pour l'énergie. Nous avons pu conclure pour les dépenses non démarrées un montant de 14 milliards. Non, pour les dépenses démarrées. Ça veut dire tout ce qu'on a vu, les 23% là, représentent une dépense de 14 milliards 98 millions pour la santé et 3 milliards 806 millions pour l'énergie. Alors, le total de projets non exécutés, non démarrés pour le ministère de la Santé s'élève à 37 milliards 975 millions 147 729 et pour l'énergie et l'hydraulique, 18 milliards 735 millions 300 000 francs. Quand il est simple de faire la part des choses, même sur les 14 milliards, sur le terrain, on les cherche. Par rapport à ce qu'on a vu, où sont passés les 14 milliards des projets démarrés, où sont passés les 3 milliards des projets démarrés en ce qui concerne l'énergie et l'hydraulique. On vous a déjà présenté les difficultés, mais on va peut-être donner plus de détails. Dans le travail que nous faisons de suivi des investissements publics, le premier souci auquel on est confronté, ce sont les intitulés des projets. Il nous est très difficile de pouvoir saisir le contenu des intitulés comme appui au Laboratoire national de santé publique. Mise en œuvre de renforcement du CHU. On ne comprend pas exactement qu'est-ce qu'il y a dans ce renforcement. Et même lors des discussions avec les responsables des structures, c'est un peu compliqué de pouvoir percevoir. Et à un certain moment, ils vous disent non, eux, ils connaissent qu'ils ont eu à faire des activités, mais ils ne savent pas si c'est dans le cadre du renforcement ou de la mise en œuvre ou de l'appui. Donc à leur niveau, ils ne savent pas comment recadrer les activités ou encore la mise en œuvre des projets dans leur structure. Et donc c'est en quelque sorte une façon, c'est vrai que jusqu'en 2023, on a eu le contact direct avec la direction des études et de planification du ministère de la Santé et de l'énergie et de l'hydraulique. Ils ont pu nous cerner quelques activités. À ce moment-là, on ne sait pas si ça correspond à la totalité de l'intitulé ou c'est une partie de l'intitulé du projet. Nous avons également des sites qu'on n'a pas pu atteindre, par exemple à Mabirou. Ce sont des localités où vous faites une partie du trajet en véhicule, après vous prenez le bac et il faut encore reprendre le véhicule. Mais quand vous avez déjà laissé, ou la pirogue, quand vous avez déjà laissé votre véhicule de l'autre côté, il est difficile de trouver un autre véhicule là où vous partez. Donc du coup, on est obligé de biffer ces localités-là dans notre programme de descente. Le déficit de communication entre le niveau central et local,
Une fois arrivé à l'intérieur du pays, dans les localités, on se retrouve en face des interlocuteurs qui ne sont pas toujours ou très au courant des activités au niveau du ministère, et c'est toujours compliqué de pouvoir cerner l'importance des informations. Il y a aussi ce que nous avons pu relever, et ce qui a été un problème, c'est le manque de volonté de certaines structures. Nous avons eu l'ARMP qui n'a pas voulu communiquer sur les projets en ce qui concerne les marchés et tout. Nous avons aussi les partenaires techniques et financiers et des institutions bancaires qui sont devenus très réticents quand ils ont entendu parler de notre action, de notre exercice. Madame Abiala vous a parlé du cas du CHU, c'est-à-dire que pendant 7 ans, dans notre pays, on a construit 2 centres de dialyse. Je vous laisse celui de Loandjili. On a construit et équipé 2 centres de dialyse à Brazzaville et à Pointe-Noire. Et c'est des montants énormes. Et puis bon voilà, en 2023, on nous dit que le centre de dialyse au niveau du CHU, on l'abandonne et on fait un autre avec des particuliers. Si je vous cite les montants ici, par exemple en 2012, lorsqu'on a commencé ces projets pour Brazzaville et Pointe-Noire, nous avons mis 200 millions pour les études de faisabilité. Pour Brazzaville, on a mis 1,5 milliard et pour Pointe-Noire, on a mis 1 milliard. La même année, en 2012, on a ajouté 990 millions pour Pointe-Noire et 1260 milliards pour Brazzaville. En 2013, bref, si vous avez l'habitude de lire nos rapports, vous allez voir qu'en 7 ans, on a mis énormément de milliards pour la construction de ces 2 centres de dialyse, Brazzaville et Pointe-Noire. Et que, en 2023, on nous dise, bon, le projet de Brazzaville, il est arrêté, et puis finalement, on est passé à autre chose. Nous pouvons également vous parler de la construction de l'hôpital de base de Wenzé, dont on a longuement parlé ici. Aujourd'hui, ce projet est arrêté, et puis on est passé à autre chose, on n'en parle plus. Ça veut dire que ce projet ne sera plus exécuté, à mon sens, quoique nous ayons mis suffisamment d'argent pour pouvoir construire ce centre. Il y a ce qu'on appelait l'appui au laboratoire national de santé publique. Là aussi, pendant plusieurs années, on a investi des sommes d'argent et puis voilà, on arrête. Il en est de même pour l'hôpital de base d'Onvunvu. Ceux qui connaissent Pointe-Noire, c'est à Kokolo-Kopa. Aujourd'hui, c'est maintenant juste un module qui fonctionne et le reste, on n'en parle plus. Ceux qui font la route Pointe-Noire-Brazzaville, et d'ailleurs, merci à Bertie qui a fait des reportages plusieurs fois sur cet hôpital de base d'Onvuti. Aujourd'hui, encore, on a décidé de finir, d'achever juste un module et le reste, on a laissé. Et donc, il est vraiment important, notamment en ce qui concerne les centres de dialyse, que nous puissions être sensibles à ces questions, parce que c'est des pathologies qui reviennent, des pathologies qui sont récurrentes dans notre pays, mais que malheureusement, on a investi des sommes énormes que nous abandonnons ces projets par la suite. Alors, en termes de recommandations, il y a une recommandation que nous faisons au gouvernement. Je ne vais pas récupérer toutes les recommandations qui sont listées dans le rapport, mais au niveau du gouvernement, nous voulons vraiment insister et pousser notre gouvernement à rendre l'information disponible. C'est de l'argent public. Nous ne pouvons pas continuer à dépenser de l'argent sans que les citoyens se posent des questions. Qu'est-ce qu'on a fait avec ces sommes d'argent? Voyez-vous que pour tous ces projets, on a dit des projets non démarrés. Après, on va nous dire, non, mais l'argent n'a pas été décaissé. C'est comme lorsque nous avons parlé l'année dernière de 160 milliards qui ont disparu. Mais si ces projets, si ces sommes d'argent n'ont pas été décaissées, ça veut dire qu'on les retrouve. On ne peut pas dire que l'argent n'a pas été décaissé pour réaliser le projet, mais qu'à la fin, on ne retrouve pas l'argent. On vous a envoyé acheter du riz, vous n'avez pas acheté du riz, mais vous ramenez l'argent. Mais si on ne retrouve pas l'argent pour nous,
nous considérons que cet argent a été dépensé à partir du moment où, dans la loi de règlement, si vous prenez les prévisions ministère de la Santé et les sommes exécutées ministère de la Santé, c'est prévision égale utilisation. Ça veut dire qu'on est en droit de se poser des questions. Qu'est-ce que l'on a fait avec cet argent? Après, on peut nous dire, je l'entends, que bien, mais écoutez, on avait réalisé des tours jumelles, mais on n'avait pas pensé faire la route qui ramène jusqu'aux tours jumelles. Et donc, on a pris 11 milliards dans le budget de la santé pour aller faire les routes d'accès aux tours jumelles qui étaient enclavées. Je l'entends, mais le budget de l'État, c'est une loi qui autorise d'encaisser les recettes et de faire des dépenses. Si l'on ne vous a pas autorisé à dépenser de l'argent pour aller faire les tours jumelles, les voies qui donnent accès aux tours jumelles, mais ce n'est pas parce que vous avez fait ces routes que ce n'est pas un détournement. Il y a un ancien TPG dans la salle, il nous dira qu'il s'agit là d'un détournement de fonds parce que la loi ne vous a pas autorisé de dépenser ces sommes d'argent pour cette activité-là. Et donc il est important pour notre gouvernement que l'information budgétaire soit rendue publique et disponible. C'est-à-dire qu'il y ait les budgets codifiés, que ces budgets codifiés soient rendus disponibles, la situation des crédits ou des décaissements, le gouvernement doit rendre toutes ces informations disponibles sur le site internet, aussi bien du ministère des Finances que des ministères concernés. Dans notre pays, nous avons depuis mars 2017 ce qu'on appelle un code de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques. Ce code avait prévu la mise en place d'une commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques. Et dans ce code de transparence, dans son article 63, il est fait obligation à tous les ministères de divulguer sur leur site internet l'information budgétaire. Donc on ne serait pas obligé aujourd'hui d'aller tenir plusieurs réunions avec le ministère de la Santé. On aurait retrouvé cette information directement sur le site internet du ministère de la Santé ou du ministère des Finances ou le site internet simplement du Trésor public. Ce code de transparence fait également obligation au gouvernement d'appuyer les initiatives de la société civile et des médias en ce qui concerne l'information et la transparence budgétaire. C'est-à-dire que si un journaliste veut avoir des informations sur l'utilisation des budgets, sur la situation des crédits, la situation des décaissements, cette information, le gouvernement devrait appuyer la société civile et appuyer également les journalistes afin qu'ils exercent leur travail pour rendre cette information disponible. Et donc, dans cette recommandation, nous demandons au gouvernement, évidemment, de mettre en œuvre ces engagements, ces obligations pour pouvoir aider et appuyer la société civile. Nous avons également demandé, depuis la fin de l'année dernière, c'est-à-dire le 2 décembre 2024, le gouvernement de la République a voté une loi portant création du registre des bénéficiaires effectifs des entreprises. Qu'est-ce qu'un bénéficiaire effectif? En termes des entreprises, il y a ce que nous connaissons, la forme juridique de l'entreprise, c'est-à-dire une société à responsabilité limitée ou une société unipersonnelle ou bien une société anonyme. Il ne s'agit pas de divulguer seulement la forme juridique de l'entreprise, ce qui existe évidemment au niveau du registre du commerce. La loi aujourd'hui au Congo, donc depuis 2024, décembre 2024, il faudrait divulguer le nom de la personne qui est propriétaire de telle entreprise. Donc la loi fait obligation de dire que l'entreprise, par exemple, de construction Pierre-Anne, appartient à M. Moseo Christian, qui est né en juillet, je ne sais pas la date. Tu veux que je dise tout? Oui, c'est pas grave. Le 16 juillet 1966. Il habite impasse Ololi, impasse Ololi, numéro tant, quartier tant.
et sa pièce, son numéro de passeport et ainsi de suite. Donc la loi, elle a été votée en 2024, évidemment, à l'issue d'une grande bagarre sur la divulgation des propriétaires réels. Pourquoi nous demandons que les propriétaires réels soient divulgués? Voyez-vous qu'il y a, vous trouverez dans tous les rapports là, l'entreprise qu'on appelle Anne Construction ou Pierre Anne Service, ils ont tous les marchés, que ce soit dans le domaine de l'électricité, dans le domaine de l'eau, ils sont également dans les constructions, dans le domaine de la santé. Et généralement, ces projets ne sont pas correctement exécutés. Moi, j'ai bien envie de savoir qui est derrière cette entreprise qui rafle tous les marchés de l'État. Peut-être que par la suite, les journalistes iront vers ce propriétaire de l'entreprise, M. Monzeo, propriétaire de Anne Service. Dites-nous comment vous faites, pour avoir toujours les marchés de l'État, et pourquoi les marchés que vous avez ne sont pas exécutés. Ça contribue à renforcer la transparence dans la gestion des affaires publiques. Et si vous voulez que je vous raconte une histoire, la dernière fois que nous sommes allés voir le ministre Andeli pour lui dire il faut cette loi sur les bénéficiaires effectifs, il nous a dit vous venez me créer des problèmes encore. Déjà avec le décret sur les conflits d'intérêts, mes collègues m'ont dit tu viens faire un décret sur les conflits d'intérêts, tu veux qu'on arrête les neveux des gens ici ou les enfants des gens. Et maintenant vous venez encore me dire qu'il faudrait une loi sur les bénéficiaires effectifs. On va m'enlever. Vraiment, je vous jure qu'on va m'enlever. On lui a dit, monsieur le ministre, il faudrait que cette loi puisse exister et qu'elle soit votée. 3 mois après, le ministre Andeli a été débarqué du gouvernement. Après que la loi ait été... Après, bien entendu, que la loi a été votée, le ministre Andeli a été débarqué du gouvernement. Pour la petite histoire, on travaillait très bien avec lui depuis 2004 et 2005. Il faut aussi rendre hommage aux gens pendant qu'ils sont vivants. Il y a aussi des champions de la transparence dans ce pays qui savent travailler avec la société civile en les écoutant, en prenant leur point de vue et tout en étant également dans le système. Et le ministre Andeli, c'est l'une des personnes, depuis 2004-2005, nous arrivons à faire avancer les réformes lorsqu'il est souvent là. Ne vous fâchez pas parce que je rends service, je rends hommage à ce ministre, c'est important. Donc le gouvernement pourrait créer de la transparence évidemment sur la divulgation des bénéficiaires effectifs. D'ailleurs, la loi recommande qu'un registre soit créé pour que tous les bénéficiaires effectifs du pays soient connus. Et c'est dans l'intérêt du gouvernement. Vous êtes propriétaire d'une entreprise, mais vous n'êtes pas fiscalisé. Alors qu'il y a des problèmes d'impôts dans le pays. Vous gagnez de l'argent, vous gagnez les marchés publics, mais vous ne payez pas d'impôts. Mais ce n'est pas possible. Les Congolais, ils sont réticents à l'impôt, même lorsqu'on nous a dit qu'on va nous prendre 50 francs sur nos téléphones, nous avons boudé. Mais c'est parce que nous sommes indifférents vis-à-vis de la chose publique. Certainement parce que nous disons l'argent du pétrole ne sort jamais de notre poche. Mais la citoyenneté, parfois, elle commence par payer l'impôt. Les autres qui se réveillent, c'est parce qu'ils arrivent à payer de l'impôt. Et ils posent la question au gouvernement, oui, mais c'est notre argent, c'est nous qui donnons cet argent. Qu'est-ce que vous faites avec? Alors que dans notre pays, nous sommes une économie de rente, l'argent nous tombe du ciel, et on pense que c'est l'argent de quelqu'un d'autre, alors que c'est de l'argent public, c'est l'argent qui appartient à tous les Congolais. Qu'il soit bien utilisé ou mal utilisé, on s'en fout. Et de la même manière, on a des entreprises qui ont des marchés publics, et y compris même dans le secteur pétrolier, mais ces propriétaires ne payent pas les impôts dans le pays qui les rend riches. Pour les parlementaires, nous pensons qu'il faudrait que les parlementaires votent des crédits réels. Là, vous avez vu, c'est 146 projets qu'on a suivis. Mais c'est trop. Est-ce que nous pouvons construire 146 je ne sais pas, bon, là il ne s'agit pas seulement de construction, s'il y a également des équipements. Est-ce que dans notre pays nous avons la capacité de réaliser 146 projets l'année? Ce n'est pas possible. Est-ce que dans notre pays nous pouvons dépenser 400 milliards d'investissements en une année? Ce n'est pas possible. Nous, lorsqu'on était jeunes, il y a des histoires où on disait ah, il a un pacte. Lui, il doit dépenser 1 million la journée ou bien 10 millions la journée. Ça, c'est les enfants de Tchétché, Mawata, Rex, Apuntunar là-bas. On avait des histoires comme ça.
Et on avait nos riches de Pointe-Noire, les gens comme les Bouillou Georges, les Sapis, on disait, eux, ils avaient des parts. Donc, par jour, il doit dépenser tel montant. Et tant qu'il n'a pas fini de dépenser ce montant, s'il ne le dépense pas, il va mourir. Mais est-ce qu'un État est capable de dépenser 400 milliards en investissement l'année? Ce n'est pas possible. Soyons réalistes. Est-ce que l'autorité de régulation des marchés publics est capable de passer, là c'est seulement le secteur de l'énergie et de la santé, est-ce qu'ils peuvent passer 146 marchés l'année? Ce n'est pas possible. Et si vous voyez tout le budget de l'année, 400 et quelques milliards, est-ce que nous sommes capables de faire passer des marchés pour ces sommes d'argent? Ce n'est pas possible. Alors donc nous demandons aux parlementaires de regarder cela. Ça ne sert à rien de voter des crédits pour un nombre illimité de marchés qui ne seront vraiment pas exécutés. Voilà. Nous demandons aussi à la direction du Trésor, mais on l'a déjà dit ici, et vous verrez dans le grand livre, dans le rapport, pas dans la synthèse, dans le rapport, que nous avons également divulgué les lettres que nous avions envoyées au ministère, à la direction du Trésor public. Les gens ont travaillé sur ces décaissements, mais après, lorsqu'on se parle au téléphone, ils disent oui, j'ai fait le travail, mais je ne peux pas vous le donner, il faudrait aller voir les gens au ministère des Finances. Bon, le ministère des Finances, c'est un peu notre seconde maison grâce à l'ITIE. Nous nous sommes rendus, mais là, évidemment, on n'a pas pu décaisser, on n'a pas pu donner l'autorisation afin que le Trésor nous donne la situation de décaissement. Et donc c'est un vrai problème dans notre pays que de l'argent public soit dépensé, mais qu'il soit toujours hors du contrôle citoyen en ce qui concerne ce dont on fait avec cet argent. Il y a aussi une recommandation pour la haute autorité de lutte contre la corruption. La loi, elle avait été changée. C'est-à-dire qu'au départ, lorsque nous avions la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'Observatoire de lutte contre la corruption, ces deux organes n'avaient pas les pouvoirs d'investigation. Or maintenant, grâce au plaidoyer que nous avons mené vis-à-vis du FMI et de la Banque mondiale, la loi elle a été refondue en ce sens qu'on a créé une seule entité de lutte contre la corruption qui est la haute autorité de lutte contre la corruption. Donc on a fondu l'Observatoire et la Commission nationale pour créer la haute autorité. Et la haute autorité aujourd'hui a des pouvoirs d'investigation en matière de corruption et de transmettre et de saisir directement les juridictions lorsque les cas de corruption sont avérés. Bon, nous interpellons aujourd'hui la haute autorité de lutte contre la corruption de mener des investigations dans des pays sérieux lorsqu'on dit qu'il y a tel montant que nous ne sommes pas en train de retrouver, ou lorsqu'on fait une analyse tout à fait simple, qu'on a été sur le terrain, on n'a pas vu tel bâtiment, mais que de l'argent a été sorti pour la construction de tel bâtiment, le procureur de la République, il devrait s'autosaisir pour ouvrir une enquête, interpeller. Mais malheureusement, nous ne voyons pas ça dans notre pays. Et maintenant que la haute autorité de la lutte contre la corruption a ce pouvoir, nous pensons qu'ils peuvent saisir la justice. Il y a bien entendu une recommandation pour nos amis des médias. Vous savez que les médias, ils ont un grand pouvoir, mais nos médias se négligent, nos médias pensent peut-être qu'ils ne peuvent pas changer la situation, mais nous interpellons nos amis des médias dans la dissémination des rapports, et je promets une bouteille de Jack Daniel au journaliste qui va poser la question concernant ce rapport à la prochaine quinzaine du gouvernement. C'est bien que le gouvernement soit interpellé. Il faudra quand même qu'il nous explique qu'est-ce qu'on fait avec le budget du ministère de la Santé. Cette année, vous savez, même des parlementaires. J'ai demandé à des parlementaires qui nous donnent la loi de règlement. Les parlementaires eux-mêmes, ils n'arrivent pas. Donc tous les parlementaires du pays n'ont pas accès à la loi de règlement. On dit, ah mais mon cher, la loi en question, elle a été votée, on avait adopté, mais on nous dit qu'il y a encore des amendements à faire. Donc la loi de règlement de 2023 jusqu'en 2025, il y a encore des amendements à faire et
on n'a pas voulu me la donner. On a dit non, 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 on ne peut pas donner. Mais sur le papier, la loi de règlement, elle a été votée, elle est passée. Mais on ne peut évidemment pas nous la donner parce qu'on sait certainement qu'il y a des organisations de la société civile qui vont essayer de faire le lien entre les prévisions et les décaissements.